Bonjour, bon vendredi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle des climats sociopolitiques avec un titre Kavaye Djibril, tacle Kamto. C'est le grand titre proposé par le journal qui explique simplement que le président de l'Assemblée nationale a condamné l'organisation des marches pacifiques par le MRC. Il s'est en outre penché sur les autres crises qui secouent le Cameroun. C'est ce qu'on découvre ce matin en page 5 de ce journal, la nouvelle expression, qui parle également de journalisme d'investigation sacrifié pour la transparence. Lynn René Batongue, journaliste à la CRTV, a été donc embastillé pour avoir voulu lorgner l'exploitation artisanale de l'or de Bétaré Ouya, c'est dans la région de l'Est du Cameroun. On va lire la suite en page 2. Le journal s'intéresse également au 13 novembre 1937. Il était une fois Tunjang Pouemi sous d'autres cieux. On aurait donc commémoré avec faste aujourd'hui le 83e anniversaire du premier Africain agrégé en sciences économiques. C'est en page 10 du journal. Le journal s'intéresse également à Yaoundé où le préfet restreint donc des mouvements. On le dit d'ailleurs dans le journal en page 3 pour dire simplement que le patron du Fundi a interdit le port des sacs dans les débits de boissons en raison justement des explosions survenues ces derniers temps dans la capitale politique. On va lire la suite en page 3. Le journal Le Sahel de ce jour parle donc route Bogo-Pousse qui parle justement ce matin de soupçons de favoritisme dans l'attribution justement du contrat. Le journal fait savoir en page 5 donc tout cela et nous apprend ce matin qu'il y a également la question d'état civil aussi avec plus de 350 000 enfants sans nationalité dans l'extrême nord. On le dit également en page 2. Le journal est revenu sur le sujet pour présenter la situation puisqu'on parle tous les jours des actes de naissance, des actes d'état civil en tout cas pour ces enfants qui aujourd'hui sont sans repère véritablement. On va le lire également dans le journal. Le journal a d'autres informations parlant de Batoua Godélé. C'est le poste de police dans la broussaille carrément. On le voit bien à travers le journal ce matin. C'est une image proposée par le tabloïd. On découvre tout cela en page 3. On découvre également dans le même journal d'autres faits aussi à travers l'article proposé par le tabloïd. Donc on peut parler également du maillot Moscota où 2 personnes ont été tuées par Boko Haram à Madagascar. C'est à lire en page 7 du journal. Les du Sahel disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également le financier d'Afrique pour sa part parle des marchés monétaires avec notamment la nécessité de développer donc un marché secondaire des titres publics. Et on le lit également dans le journal. Donc la promotion de ce second marché va procurer des avantages financiers à l'État et bien entendu à la Banque centrale, aux banques commerciales également et bien entendu aux épargnants. C'est un dossier à lire de la page 6 à la page 7 du journal Le Financier de ce matin. Le journal s'intéresse aussi à la filière avicole avec le Cameroun sous la menace d'une nouvelle grippe aviaire. On a entendu qu'il y a déjà des victimes, je veux dire, du côté des porcs et bien entendu des poulets. On le voit également alors que les acteurs de ce secteur crient donc et veulent simplement le soutien des pouvoirs publics pour mettre un terme à cette grippe qui pourrait davantage secouer leur secteur d'activité. C'est en page 4 du journal ce matin. Le journal Émergence qui en kiosque parle de gestion de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que peut changer donc l'arrivée des démocrates américains au pouvoir? C'est une question, mais déjà 10 experts s'affrontent autour de cette question ce matin. Et le journal parle également de Félix Roland Moumier, âme immortelle. C'est à découvrir dans le journal aussi et toujours dans la presse de ce matin. Alors, on découvre également dans le quotidien Le Messager, un autre sujet parlant donc le martyr de Komayo Darlé, le martyr des filles Bororo, à lire dans le journal ce matin, obligé d'abandonner l'école pour un mariage précoce, victime donc de grossesse non désirée. Ces adolescentes aujourd'hui vivent un véritable enfer. C'est à lire en page 7 du journal. Le même journal parle également de la loi de finances avec l'aveu d'échec de Kavaye Djibril, à découvrir en page 3 du journal. Le Messager de ce matin. D'autres sujets sont également à découvrir dans le journal Le Messager en kiosque aussi, tout comme le journal Mutation qui propose un titre ce matin parlant du Covid-19. Douala refait donc la fièvre. C'est à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal fait savoir qu'il y a une douzaine de cas détectés donc dans les établissements scolaires de la capitale économique. Donc, un testing général pourrait avoir lieu. C'est ce que le journal propose en page 7 ce matin. Et c'est dans Mutation qu'il y a également d'autres informations. Le journal Cameroun Tribune, pour sa part, parle de massacre de Kumba avec le Parlement qui demande donc justice, que justice soit faite. Selon le tabloïd disponible en kiosque ce matin, on parle notamment de l'ouverture de la session de novembre hier. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, et le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, ont d'ailleurs appelé à des sanctions
détention exemplaire contre les auteurs donc, de la tuerie du 24 octobre dernier à Kumba. C'est un dossier à lire de la page 4 à la page 5 du journal Cameroun Tribune ce matin. C'est un journal disponible en kiosque aussi, comme bien d'autres tabloïds qui s'intéressent également à l'actualité. Donc on va lire et relire aussi et faire lire également. Tout le soir hebdomadaire parle des finances inclusives avec notamment le Cameroun qui veut aller vers une stratégie nationale pour notamment améliorer ce système et le fonctionnement mis en place. C'est à lire dans le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce vendredi. Déjà, Georges Semé, présent, bonjour. Bonjour à vous, M. Ndongo. Bonjour à tous nos sympathiques téléspectateurs. Je salue très humblement Sa Majesté Eyambe Dembélé, qui est chef du 3e degré de la localité de Mombo, où j'ai séjourné hier pour des raisons professionnelles. Il m'a dit tout le bien qu'il pensait d'Equinox Télévision et a tiré un coup de chapeau à l'équipe de la revue des Grandes Unes, surtout du vendredi. Bonjour à vous, Sa Majesté. Merci. Merci d'être là et bonjour à tous ceux-là qui sont autour de lui également. Alors, bonjour Camille et les bienvenus. C'est le vendredi. Flavien Vallon-Ndongo, bonjour. Bonjour Georges Semé. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Sa Majesté Yamé de Ballet. Moi, j'ai un peu, je connais bien cette majesté. Moi, je l'appelle Mwambélé. Bonjour, mais un bonjour spécial, moi, pour ma part, à l'honorable maître Faustine Fotsokamdem, une juriste députée qui suit la revue des Grandes Unes, elle aussi avec beaucoup d'attention chaque matin, mais qui malheureusement ne se sent pas très très bien. Mais de son lit de malade, elle est en train de regarder la revue des Grandes Unes. Merci. Du courage, honorable docteur. Merci à vous, en tout cas, à ceux qui regardent ce programme. Ils sont davantage nombreux, comme on le sait au quotidien sur la revue des Grandes Unes et comme bien d'autres programmes sur Equinox Télévision. Alors, on parle des climats sociopolitiques ce matin avec la nouvelle expression Kava Yege Djibril qui tacle Kanto et bien d'autres tabloïds qui s'intéressent à cette même actualité. Quel commentaire cela suscite en vous? Alors, le premier commentaire, c'est d'abord la façon dont nos confrères de la nouvelle expression ont appréhendé la sortie du président de l'Assemblée nationale, parce qu'on sait que on n'a pas souvent été tendre chez nos confrères de la nouvelle expression à l'endroit de ceux qui représentent le régime du RDPC. Mais aujourd'hui, on a changé de fusil d'épaule. Je suis très heureux d'apprendre que la nouvelle expression est titrée Kava Yege tacle Maurice Kamto. Évidemment, dans le cadre de la 3e session parlementaire, Assemblée nationale et Sénat, qui compte pour le vote de quelques lois et également le vote de la loi de finances 2021, il y a traditionnellement des discours d'ouverture qui sont tenus par les présidents de ces chambres. Et la nouvelle expression a choisi ici de mettre un accent particulier sur le discours prononcé par le président de la Chambre basse, notre Parlement, Kaba Yege Djibril, en indiquant qu'il y a eu des propos qui sont allés à l'endroit du MRC de son président national sur la marche du 22 septembre dernier. Et Kaba Yege Djibril n'a parlé du dos de la cuir parce qu'il a carrément dit que cette marche était qualifiée de farce. Il a rappelé au MRC que le président de la République a été démocratiquement élu et qu'il fallait attendre le tour pour prendre la place du président de la République. Et il a enfin dit que les Camerounais n'étaient plus dupes pour céder à ce type de manipulation. Donc, il est dans son rôle de président de la Chambre basse, mais n'oublions pas que c'est un cadre également du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est tout à fait normal qu'il prenne position en faveur de son parti. Et je pense que nos confrères de la nouvelle expression ont très bien fait de prendre cet angle et de présenter Kava Yege Djibril aujourd'hui comme un tacleur de Kamto, alors que les précédentes unes de nos confrères de la nouvelle expression n'ont pas souvent été tendres à l'endroit des pontes du régime en place. Voilà, donc ce titre-là, et qui n'est pas très différent en tout cas de ce que propose Cameroun Tribune ce matin, mais Cameroun Tribune qui est seulement resté sur le massacre de Kumba et tout en annonçant en tout cas que les responsables de la Chambre basse et bien entendu du Sénat ont invité les populations à plus de collaboration et surtout que ceux qui ont posé l'acte à Kumba soient sanctionnés avec la dernière énergie. Vous savez, quand un journal commente ou analyse ou prend en charge le discours d'une personnalité, qu'elle soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau des partis politiques, c'est chaque journal qui choisit son angle, qui choisit sa facette. Autant la nouvelle expression a choisi, a vu ses antennes vibrer en entendant parler du Kamto et du MRC, autant qu'à mon tribune n'a retenu que le côté des criminels qui écument le nord-ouest et le sud-ouest, et qui a retenu uniquement ce passage qui dit que les responsables
mais ces massacres doivent être châtiés de manière exemplaire. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de priorité dans l'écoute de ce message, et il y en a qui estiment que c'est telle chose qui est importante pour moi et telle autre chose qui mérite d'être portée à l'oreille des Camerounais. Mais tout le monde a entendu le discours de M. Cavaillé Djibril, et chacun pourra retenir ce qu'il voudra. Mais ce que moi je retiens du discours de M. Cavaillé Djibril, de l'honorable, du très honorable Cavaillé Djibril, notamment concernant les responsables du massacre de Kumba, c'est qu'il a dit que vraiment il faut que la justice se saisisse de ce dossier et qu'il y ait des sanctions exemplaires. Quelle sanction plus exemplaire que la peine d'emprisonnement à vie? Vous savez, le Cameroun ne pratique plus la peine de mort depuis très très longtemps. Il est vrai que la peine de mort existe dans son arsenal répressif, mais la peine de mort n'est plus exécutée au Cameroun depuis 1987. Donc, tout ce que les responsables de ces massacres peuvent encourir, c'est juste un emprisonnement à perpétuité. Bon, donc, c'est même à la limite une redondance que de dire qu'il faut que les responsables de ces actes soient sévèrement punis. Ils ne peuvent qu'être sévèrement punis si on leur met la main dessus. Il faudra leur mettre la main dessus. Et c'est une équation difficile? C'est déjà difficile. Parce qu'on a beau dire, il ne sera pas facile de retrouver ceux-là même qui ont tué ses enfants, après avoir tué son enfant dans la nature. Et il n'est pas évident que leurs complices ou leurs amis ou leurs co-auteurs peuvent aller les dénoncer. Il y a peut-être certainement des personnes dans les populations qui les connaissent, mais qui ne peuvent pas les dénoncer tout simplement parce qu'elles ont peur de subir le même sort. Mais il n'en demeure pas moins que les forces de défense sont à pied d'œuvre sur le terrain. Le général Eba, qui est sur le terrain avec le général Cavalier et le général Congosé sont sur le terrain pour combattre tous les jours, pas seulement rechercher ceux qui ont perpétré le massacre de Kumba, mais tous ceux qui continuent à massacrer des personnes, à les tuer, à les kidnapper, à leur exiger de l'argent et même à vouloir instituer une sorte de république parallèle dans laquelle ils font leurs lois, ils font des contrôles là où ils veulent, ils kidnappent des gens là où ils veulent, ils demandent des rançons là où ils veulent, ils exigent même que monsieur, vous ne vous représentez plus à l'élection régionale. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de tout faire pour faire vivre un État dans un État qui existe, mais un État virtuel, dans un État qui existe vraiment. Et moi je pense que les forces de défense et de sécurité font leur maximum, mais avec la dernière descente du ministre de la Défense dans ces zones-là, moi je pense que c'est un cran de plus qui est en train d'être franchi. D'accord, on le disait il y a quelques jours, simplement, c'était en début de semaine, on disait qu'on attend justement les retombées de cette visite du ministre de la Défense dans ces deux régions ou alors dans la région du Sud-Ouest. Alors, donc c'est à lire dans le journal ce matin et d'autres tabloïds qui s'intéressent aussi à l'actualité. On va lire dans le numéro disponible en kiosque, notamment la Nouvelle Expression qui parle de ce préfet qui restreint les mouvements. Il demande en page 3 bien sûr, dans le patron d'une foule qui interdit désormais l'entrée dans des débits de boissons avec des sacs, parce que c'est dans ces sacs-là parfois que se trouvent des bombes artisanales qui détruisent ces endroits. On l'a vu avec ces bombes artisanales qui ont d'ailleurs détruit quelques points importants de la capitale politique. Tout à fait, c'est un épiphénomène administratif du climat très chaud qui sévit aujourd'hui dans la ville de Yaoundé. Vous avez relevé les explosions à l'outil artisanal explosif qui ont été constatés dans plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé, Damas, Sam, etc. Et dans ses missions régaliennes, le préfet d'Ifoundi était obligé de prendre cette mesure restrictive afin d'essayer de juguler ou alors de contenir toute velléité de pose d'engins explosifs, soit sur la voie publique, soit dans des endroits ciblés comme les buvettes, les snacks, bars, restaurants et autres. Et des dernières nouvelles qui nous viennent du terrain, bien évidemment, les snacks et les personnes concernées par cette mesure ont déjà commencé à appliquer la mesure, même si ça cause quelques petits désagréments à l'endroit des usagers de ces lieux, parce qu'il faut les fouiller de fond en comble, fouiller les sacs des dames, fouiller les porte-monnaies des hommes, mais c'est le prix à payer pour avoir un peu de sécurité. Et je pense qu'il appartient au préfet d'Ivory, dans l'exercice de ses missions de police, ses missions régaliennes, d'asseoir ce type de mesures, afin que, à défaut d'arrêter les personnes qui posent ces bombes,
au moins installer des mesures administratives qui permettent d'éviter ce type d'attentat. Alors, c'est tout à fait nécessaire, Camille Nélé. On va sans doute voir des gens qui vont refuser que l'on fouille leur sac. Il y a des femmes qui refusent souvent. Pourtant, c'est tout à fait important et nécessaire de contrôler tout ce qui... Vous allez refuser à un policier de fouiller votre sac pour un gendarme la nuit? Tous les policiers ne sont pas devant des snacks et autres. Ce sont des vigiles. La fouille se fait par l'équipe de sécurité c'est pour cela que, du lieu indiqué. Vous savez, après les deux premières bombes ayant éclaté du côté de la capitale, on avait parlé de mesures drastiques avec des fouilles, avec des rafles, de jour comme de nuit, on avait parlé de cela. Bon, nous avions dit ici, nous avions noté le caractère un peu astreignant de cette mesure et peut-être même le caractère assez désagréable pour les populations qui peuvent être fouillées à tout moment de la journée, à tout moment de la nuit, avec des véhicules, parce qu'on avait même parlé des coffres des véhicules qui allaient être fouillés. Bon, la mesure avait été annoncée, bien évidemment, elle n'a pas été exécutée tout de suite parce qu'on ne voit toujours pas de véhicules qui sont systématiquement fouillés à Yaoundé et des sacs de femmes qui sont fouillés. Mais avec cette dernière mesure du préfet de Mfoundi, on voit qu'il tient à faire ce qu'il peut pour au moins essayer de réduire les risques la nuit. Et il sait très bien il a été établi que ces bombes artisanales, entre guillemets, qui ont éclaté, étaient contenues dans des sacs. Donc, il prend une première mesure, maintenant, d'interdire que les sacs entrent dans les snacks et tout cela. Bien évidemment, quand vous voulez entrer dans un sac avec un sac, il y a des vigiles à l'extérieur qui peuvent vous dire, monsieur, où on fouille votre sac, mais seulement, ce n'est pas forcément en entrant avec le sac la nuit que la bombe ne peut pas être entrée dans le snack dans la journée. Donc, c'est une mesure comme une autre. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a pour fonction, elle a pour rôle d'essayer de limiter le plus possible d'éventuelles tentatives de bombes. Ok, donc c'est en page 3 de la nouvelle expression ce matin. Le préfet restreint donc les mouvements dans les débits de boissons et autres. Et en ce moment, donc du côté de Yaoundé. Alors, Émergence qui, comme tous les vendredis, propose un sujet, gestion de la guerre dans le nord-ouest et sud-ouest, avec ce titre ce matin. Que peut changer l'arrivée des démocrates américains au pouvoir? C'est une question, mais déjà il y a 10 experts qui vous ont dévancé. Alors, je crois que c'est souvent 11 experts et nous sommes chargés sur ce plateau de jouer les 12e et les 13e experts, Camille et moi. Je dirais simplement que cette question est pertinente au moment où effectivement nous assistons à l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête des États-Unis. Et pour ramener cette nouvelle équipe, la future gestion de cette nouvelle équipe au cadre camerounais en rapport avec la crise anglophone, je pense qu'on ne saurait donner une réponse globale. Il faut essayer de la disséquer. D'abord sur le plan militaire. Nous savons que le Cameroun entretient d'importantes relations militaires avec les États-Unis. On sait qu'à une certaine époque, il y avait 100 soldats américains des GIs qui étaient positionnés du côté de l'extrême nord dans le cadre de la lutte contre Boko Haram et qu'ils apportaient une importante soutien logistique. Effectivement, une importante assistance technique et militaire à l'armée du Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Donc, je pense que avec la nouvelle équipe, soucieux des bonnes relations de coopération militaire avec le Cameroun, l'administration de M. Joe Biden, lorsqu'il va prendre les rênes de cet État, va certainement poursuivre pour les premiers mois dans la même lancée. Mais également sur le plan politique, il est important sur le plan politique de signaler que les relations entre le Cameroun et les États-Unis sont des vieilles relations. C'est vrai qu'il y a eu quelques échauffourées, quelques échanges assez entre l'actuel ambassadeur des États-Unis au Cameroun ou alors le secrétaire d'État qui est en charge des affaires africaines et le gouvernement camerounais. Mais comme dans toutes les relations diplomatiques. Mais il reste que les relations politiques entre des pays, ce sont des relations stables jusqu'à aujourd'hui. Donc l'administration Biden, qui est un démocrate, viendra certainement avec une autre vision. Mais n'oublions pas que lorsque la crise anglophone déclenchée au Cameroun, c'était en 2016 et c'était la fin du régime démocrate qui était incarné à l'époque par M. Barack Obama. Donc, la gestion de la crise anglophone a été une gestion entièrement républicaine avec ce que nous connaissons comme sortie de Donald Trump ou alors de ses secrétaires d'État sur la crise anglophone parce qu'il demandait qu'il y ait un dialogue, il demandait un cessez-le-feu, il demandait qu'il y ait le respect des droits de l'homme. Et je pense que en matière politique, le gouvernement démocrate viendra continuer dans ce sens ce que a commencé le gouvernement républicain.
Mais il y a une question sur laquelle nous devons mettre un point d'orgue, c'est le respect des droits de l'homme. Les États-Unis sont soucieux du respect des droits de l'homme et ils n'arrêtent pas de rappeler aux États du monde, dont les États africains et le Cameroun, qu'il faut respecter les droits de l'homme, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan militaire. Et on a observé également, dans le cadre de la crise anglophone, leur sortie par rapport à certaines violations des droits de l'homme, d'un côté, du côté des séparatistes, et du côté de l'armée camerounaise. Et je sais que c'est une question qui est très importante pour les États-Unis, et le gouvernement Biden, certainement, viendra poursuivre ce rappel qui a été incessant à l'endroit des deux acteurs de la crise anglophone pour leur dire que faites la guerre comme vous voulez, mais il est impératif de respecter les droits de l'homme. Et je pense que la question de nos conflits d'émergence est fondamentale. On attend d'ici le 20 janvier que M. Biden prenne fonction afin que se dessinent les premières visées de son administration qui aura des relents démocrates, sans oublier que M. Trump n'est jamais venu en Afrique. Que ce soit en Afrique, que ce soit au Cameroun, mais il s'intéressait bien évidemment à la politique africaine, même s'il n'est pas venu au Cameroun. Et avec le gouvernement démocrate, certainement, il y aura d'autres mesures qui seront prises afin que la crise anglophone soit résolue d'une certaine façon. Alors, ça, c'est le 11e expert qui parle. Alors, vous êtes le 12e. Moi, le 2e expert pense que, d'abord, le Cameroun n'est pas une priorité pour les États-Unis. Le Cameroun n'est pas une priorité pour la politique des États-Unis, la politique extérieure. Vous savez, les États-Unis nous ont démontré depuis toujours que la première chose qui est importante pour eux, c'est les États-Unis. La deuxième chose, c'est la sécurité des États-Unis. La troisième chose, c'est les intérêts des États-Unis. Quels sont les intérêts que les États-Unis ont au Cameroun? Peanuts. Bon, maintenant, moi, je dis seulement ceci. On sait très bien que depuis le début de la crise anglophone, on a vu comment certains lobbies américains avaient soutenu les lobbies sécessionnistes, puisque des photos ont circulé avec des personnalités américaines qui leur ont même fourni des armes. Comment même, on a même vu le fameux secrétaire d'État, monsieur Tibor Nagy, qui usait d'une véritable langue de fil à l'encontre du Cameroun. On a vu avec des photos avec les principaux animateurs de la sécession du sud-ouest et du nord-ouest, avec leur drapeau à côté. C'était tout dire. Cela voulait dire que les États-Unis soutenaient cette fraction sécessionniste. On peut se poser la question. Donc, moi, je dis que pour poser la question de savoir ce que peuvent attendre les Camerounais des États-Unis dans la résolution de la crise du nord-ouest et du sud-ouest, moi, je pense que c'est une question un peu ingénue. Une question un peu ingénue. On est dans le domaine de la diplomatie. On est dans le domaine des relations entre États. On va bien voir ce qui va Est-ce qu'il ne pourrait rien avoir? Déjà que la vice-présidente aujourd'hui, qui mettait un peu de pression sous le règne de Trump, a davantage de pouvoir aujourd'hui. Donc on comprend bien qu'il pourrait... Je vais vous dire une chose. Vous savez, les gouvernements américains ne sont pas ce que sont les gouvernements africains occidentaux. Les gouvernements américains sont eux-mêmes encadrés par les institutions. Ils ont le Congrès, ils ont le Sénat, ils ont tout un ensemble de choses qui, je ne dirais pas qui brident le président de la République, mais qui mettent le président dans une sorte de couloir duquel il ne peut pas facilement sortir. Le président est obligé de faire la politique générale du pays. Et c'est pour ça qu'en matière de politique extérieure, il faut parfois que l'exécutif obtienne l'autorisation du Congrès ou de telle autre institution pour pouvoir faire... poser des actes internationaux. Vous vous souvenez, au moment de la guerre d'Irak, quand les États-Unis, que Georges veut présenter comme un paragon en matière de respect des droits de l'homme, on a vu ce qui s'est passé avec la guerre d'Irak, comment les États-Unis ont fabriqué une fausse histoire d'armes de destruction massive. On l'a pris par la suite, mais ils ont eu le culot de présenter cela et devant le Congrès et devant l'ONU pour justifier la guerre. Donc, moi, je dis ceci. Monsieur Biden, qui ne sait certainement pas où se trouve le Cameroun dans une carte, mais qui a certainement dû entendre parler de cette crise qui se trouve... Non, il s'intéresse en tout cas aussi, comme bien d'autres, à ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-est. Il s'intéresse... Non, je dis, moi, je ne veux pas leur donner le bon Dieu sans confession. Les États-Unis, c'est les États-Unis. Ils s'intéressent d'abord aux États-Unis, aux intérêts des États-Unis et à la sécurité des États-Unis. Mais le reste viendra après. Ce que je veux dire, c'est que le Cameroun n'est pas un grand enjeu, une préoccupation, ou plutôt une urgence. Mais nous osons seulement espérer que sur le plan diplomatique, que ceux qui viennent d'arriver maintenant prendront le temps de descendre, d'envoyer des gens sur le terrain, comprendre ce qui se passe et surtout comprendre la mesure des horreurs qui sont répétées dans notre pays aujourd'hui. Pour voir en tout cas, il y avait déjà une délégation qui allait rencontrer le Premier ministre il y a 2 jours
on a vu quand même. Tout à fait. C'était des opérateurs économiques américains qui ont d'importantes visées économiques pour le Cameroun. Les intérêts des États-Unis. Oui, pour les intérêts des États-Unis, mais également pour les besoins du Cameroun. Et c'est intervenu, leur visite est intervenue après justement l'élection de M. Biden. Donc, ça augure certainement de bonnes relations sur tous les plans, notamment sur le plan économique. Pardon à mes confrères d'émergence, il s'agit bien de 10 experts et Doyen et moi, nous sommes les 11e et les 12e. Tout à l'heure, j'ai effleuré un aspect qui est extrêmement important, c'est l'aspect diplomatique. Et vous savez que le plus important ministère dans l'architecture gouvernementale aux États-Unis, c'est le département d'État américain qui est chargé des affaires étrangères. C'est le plus important ministère où se jouent de gros intérêts, quels qu'ils soient. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il dit que Biden ne connaîtrait certainement pas la localisation, bien la position du Cameroun. Il a quand même des conseillers ou alors tous les outils humains nécessaires pour bien identifier le Cameroun. Mais là où il faut mettre le doigt, certainement, c'est la question de la diplomatie réciproque sur la crise anglophone pour revenir à l'émergence. Qu'est-ce que l'administration Biden fera pour nous livrer ces gens-là qui séjournent dans leur pays et continuent de polisser les idées sécessionnistes en étant sur le territoire américain? Que fera le Cameroun dans le lobbying, dans la diplomatie, pour faire plier les États-Unis afin qu'on nous renvoie ces personnes qui sont des artisans de la sécession? C'est là, effectivement, que sur le plan diplomatique, il serait très intéressant de voir comment va se comporter M. Biden. D'accord, on attend de toute façon. On attend de voir ce qui va arriver après le 20 janvier. Et vous me rejoignez, je sais bien qu'on est en train de quitter. Vous rejoignez. Vous savez très bien que pendant 4 ans, M. Tibor Nagy, de l'administration de Trump, a tout fait pour être du côté des sécessionnistes. Il l'a démontré ouvertement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, que va-t-il se passer? Parce que c'est ça aussi l'autre côté diplomatique qu'il faut retenir de la gestion du gouvernement Trump qui vient de partir par rapport à la crise anglophone. Ok. En tout cas, le journal Émergence pose juste la question ce matin: que peut changer l'arrivée des démocrates américains au pouvoir, avec déjà les 10 experts, et vous deux autres, et aussi ceux qui regardent, qui suivent le programme, auront la possibilité de pouvoir nous sommes les experts de la revue des batailles. Donc alors, on va dire un mot sur l'Œil du Sahel qui parle d'état civil ce matin. Plus de 350 000 enfants sans nationalité dans l'extrême nord. C'est quand même fort, non? Non, c'est un titre un peu fort. Et moi, je dis que c'est un titre qui n'est pas normal. C'est un titre qui donne l'impression que rien n'est fait pour arranger la situation de ces enfants qui n'ont pas... C'est pas inventé quand même. Inventé ou pas inventé, mais moi je pense que ça ressemble même à une insulte à l'endroit du gouverneur Midia Bakary qui depuis 5 ans se bat, et vous le savez, Flavien Valonongo, tous les jours pour essayer d'amener les familles non seulement à obtenir des actes de naissance pour leurs enfants, à amener les administrations à se rapprocher des populations. Et vous savez très bien que dans les contrées les plus reculées du Grand Nord, les personnes n'arrivent pas à octroyer des actes de naissance à leurs enfants parce qu'elles sont trop éloignées, elles ont peur de Boko Haram et il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'administration. Le gouverneur Midiawa Bakary, et nous le disons tous les jours ici, le fait depuis 5 ans, il descend sur le terrain. On a vu tout récemment le préfet le préfet du Mayo, de la Benoué, je crois, la Benoué. Oui, vous voulez parler de Amaroua. Et toi, Kwambaga, oui, qui est descendu aussi pour évoquer ce problème des actes de naissance. C'est un problème qui est profond et pour lequel se battent les autorités administratives depuis très longtemps. Donc maintenant, mettre la une de l'Œil du Sahel qu'il y a des enfants qui sont menacés. Mais c'est à la suite quand même d'une enquête que oui, l'enquête a menée aussi. Je ne sais pas l'enquête. Mais l'enquête est menée, mais sur le terrain, qu'est-ce qui est fait? Entre aujourd'hui, le nombre d'enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance en janvier 2020 et là, aujourd'hui, en novembre 2020, vous savez combien d'actes de naissance ont été faits? C'est comme si, on est en train de parler comme si effectivement c'est une situation figée et que ces enfants menacent d'être en marge de la nationalité camerounaise. Alors qu'il y a des réalités sociologiques qui font qu'il y a de la difficulté. Il y a des réalités même du terrain avec les assauts de Boko Haram et les massacres de Boko Haram qui non seulement obligent les parents à se retrouver très très loin. Et il y a maintenant le problème des structures communales qui font qu'il est parfois difficile d'établir un acte de naissance. Mais qu'on ne présente pas ça comme quelque chose de figé ou comme un drame qui est ineffable. Vous comprenez? C'est comme si on était en train d'insulter le profond travail qui est fait par les autorités administratives depuis au moins 5 ans pour cela, parce qu'il y a des résultats chaque année. Il y a des résultats, et à la fin de cette année scolaire, on a pu compter un nombre impressionnant de jeunes qui ont pu faire le CEP ou le BEP, c'est tout simplement parce qu'ils ont pu obtenir un acte de naissance. D'accord, alors on constate également à travers ce que propose l'Œil du Sahel qu'il y a quand même des nouvelles naissances aussi, même si c'est dans des coins retirés, des coins à risque, comme qui dirait. C'est un problème très important qui a interpellé
nos confrères de le salut aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut faire quand même la différence entre le défaut d'acte de naissance et l'apatridie. L'apatridie est une notion extrêmement subtile qui concerne surtout le droit international privé. Lorsqu'il y a un conflit positif sur une situation juridique d'un individu qui crée l'apatridie, donc ça veut dire que vous n'avez pas de nationalité. Mais dans le cas du défaut d'acte de naissance, c'est plus local, plus national, et c'est parce qu'il y a certainement eu un dysfonctionnement dans le processus de délivrance d'un acte de naissance. Et je crois que c'est dans ce cas-là que nous sommes. C'est un dysfonctionnement qui existe et ça dépend des localités, qu'on soit dans les grandes villes ou alors dans les villes reculées. Le taux de défaut de cas d'acte de naissance est marginal selon la localité. Moi, je préfère que dans les zones extrêmement reculées où il y a un déficit d'infrastructure, de la présence des pouvoirs publics, il faut que l'acte de naissance ou bien l'état civil aille vers les populations. Mais c'est ce qui est fait par le gouvernement depuis 4 ans. Voilà, il faut que ce soit plus efficace afin de diminuer ce nombre de 350 000. Il ne faut pas toujours attendre que c'est les populations qui viennent vers l'état civil. Il faut peut-être expérimenter le sens. On n'expérimente pas, il faut accroître son expérimentation et le rendre plus efficace afin que ce taux qui est quand même assez effrayant. Alors Camille, vous voulez penser que le journal n'a pas actualisé ces données? Oh, vous savez, le journal parle de sondage, il donne des éléments recueillis, on ne sait trop où, mais la réalité sur le terrain est que nous le voyons aussi tous les jours dans les autres journaux qui parlent de l'administration qui se rapproche des populations en tenant compte justement des difficultés. Moi, il ne faudrait pas insulter ce qui est fait depuis 4 ans dans ce sens, parce que c'est comme si rien n'est fait et qu'effectivement, parce que là maintenant on fait intervenir une troisième notion, celle d'apatridie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nationalité. Et ça c'est impropre par rapport à cet article-là. Moi je pense que c'est une façon de remuer le couteau dans la plaie qui est, de mon point de vue, assez exagérée. En tout cas, les lecteurs vont lire ce que le journal propose à ce sujet. Surtout les populations. En page 6 précisément, en page 2 du journal L'Œil du Sahel. Surtout les populations de l'extrême nord qui vivent cette situation, effectivement. Alors, on reste dans le septentrion avec le Messager qui parle le martyr des filles, Bororo. C'est le titre proposé par le journal, donc obligé d'abandonner l'école pour aller à mariage de façon précoce. Alors, c'est je veux dire la résistance de certains us et coutumes dans certaines contrées de notre pays. Et là, ce sont les filles Bororo qui ont la une du Messager en disant qu'elles sont sous le joug de certaines pratiques qui font qu'elles ne vont pas à l'école parce qu'il faut faire des tâches ménagères, parce qu'il faut aller à un mariage précoce, etc. Et c'est une réalité, malheureusement, qui est hors la loi, qui est en porte-à-faux avec la loi, sur laquelle le gouvernement devrait se pencher. Est-ce que la coutume doit primer sur la loi? Non, il devrait plutôt être complémentaire. Et en termes de grade, c'est la loi qui prime sur la coutume et la loi devrait forcément s'appliquer dans ce sens-là, parce que des mineurs vont en mariage précocement et leur droit à l'éducation est complètement bafoué sur l'autel des us et coutumes qu'il faut absolument respecter. Camille, vous dites un mot et on passe dessus. Il y a la vérité, vous savez, ce sont les tares des sociétés qui sont restées assez figées et qui font que dans certaines contrées éloignées, dans certaines communautés, il y a des choses qui ne peuvent plus se concevoir, qui se font aujourd'hui avec des enfants qui vont au mariage à l'âge de 12 ans. Mais il n'y a pas que les filles Bororo. On va retrouver le même phénomène chez les filles Giziga, on va retrouver le même phénomène chez les filles Mundang. C'est-à-dire qu'on retrouve cela dans des communautés qui sont assez éloignées des conservatrices d'ailleurs. Conservatrices tout simplement parce qu'effectivement la coutume joue encore un très grand rôle. Mais les choses sont en train de changer parce que les gens sont en train d'aller de plus en plus à l'école et il y a des Bororo aujourd'hui qui occupent de grands postes. D'accord, il y a des dénonciations également qui sont faites aussi. Alors, c'est pour ça qu'il y a des dénonciations et ça évolue. Mais moi je pense que c'est un problème qui n'est pas seulement propre au Cameroun. Qu'allez-vous dire par exemple des communautés pygmées où les enfants vont aussi à mariage à l'âge de 12 ans? En tout cas, dans le Messager ce matin, le martyr des filles Bororo, c'est à lire dans la localité du Mayo d'Arlé. On va lire, peut-être pour dire un mot juste sur mutation, Douala refait donc la fièvre parlant du Covid-19. Oui, c'est extrêmement grave. Les chiffres sont en train de grimper en milieu scolaire, mais également dans la société en général, parce qu'il y a un déni politique de la maladie. Certains pensent que c'est une maladie qui a été inventée pour détourner de l'argent, mais il y a un déni scientifique également, parce que d'autres pensent que c'est une maladie qui a été inventée
par les gens, D'accord. etc. Donc, D'accord. il faut réagir. Camille et Léon, nous appeler sortons à de la l'émission. responsabilité. Non, nous sortons, en fait, le tocsin vient d'être sonné avec quelques cas dépistés dans les écoles. Ça veut dire qu'il faut que les gens se remettent vraiment au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et répétées tous les jours à la radio et à la télévision, mais que les gens n'appliquent pas beaucoup. D'accord. Douala refait donc la fièvre et ses mutations ce matin parlant du Covid-19. Merci à vous, chers messieurs. Il n'y a pas encore eu de coup d'État respecté de toute façon entre Camille et vous. C'est le vendredi soir. De toute façon, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Merci. Surtout sans excès. Allez, on se retrouve lundi, 9h20.